Bonjour Valérie Ayé. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de vous être transporté depuis l'auditorium. Je pense que Paul Barcelone a déjà une question pour vous, Madame Leroux. Non, je racontais que vous avez eu le soutien, mais c'est vrai depuis le début de la campagne, le soutien fort, interventionniste, il l'a dit lui-même, du Premier ministre Gabriel Attal. Pourquoi cet interventionnisme à tout craint? Est-ce que ça risque pas de donner l'impression d'une dernière semaine de campagne ou d'une campagne plus largement presque sous tutelle? Bon, là, c'était une surprise, une petite surprise. Attendez, le Premier ministre à vos côtés, Valérie. Parce qu'en fait, il était l'invité de France Info juste avant. Il a fait un petit clin d'œil. On est dans un moment important. Ces élections européennes, elles sont importantes. On a des choix à faire avec des menaces qui pèsent sur nous. La menace sécuritaire, avec une Russie qui est menaçante. On a une révolution de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas passer à côté de celle-ci. On a l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique. On a le risque de décrochage économique dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et ce constat lucide, il faut le faire. Et surtout, il faut apporter les bonnes réponses. Et on a un risque aussi. Et donc, c'est l'Europe qui nous permettra de protéger les Français face à ces menaces et si on apporte les bonnes réponses. Et puis, parallèlement, on a un risque de voir arriver en nombre une extrême droite au Parlement européen. L'extrême droite au Parlement européen, c'est des gens qui n'aiment pas l'Europe et qui veulent la détricoter. Et donc l'engagement du président de la République et du Premier ministre dans cette campagne, c'est simplement de dire aux Français, c'est pas un vote comme un autre. Ces élections européennes-là, c'est pas un vote comme un autre, c'est notre avenir plus que jamais qui se joue. Et c'est la physionomie du Parlement européen et de ce que sera la France dans l'Europe demain qui se joue aujourd'hui. Et donc le message, c'est attention, ne vous laissez pas embarquer par les mensonges des uns et des autres et ayez conscience que ces élections européennes, elles sont particulièrement importantes. Valérie Ayé, il y a une question pour vous dans le chat, une question de Paul. Salut Paul, un autre Paul. Il y a le chat qui défile, c'est pénible, pardon. Qui vous demande quelles sont les 3 différences majeures de votre programme avec celles que propose François-Xavier Bellamy. Ah bah, il y en a quand même un certain nombre. S'il fallait en garder 3. Je dirais la première sur les valeurs. C'est celle qui me vient le plus spontanément à l'esprit. Quand on regarde les votes de François-Xavier Bellamy au Parlement européen, il est anti-IVG, anti-droit des femmes. Il n'a jamais condamné la situation de l'état de droit en Hongrie, par exemple. Donc moi, je souhaite que l'Europe préserve ses valeurs de liberté, de démocratie et que notamment on inscrive le droit à l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux parce que pour chacune des femmes, c'est notre corps, notre choix, et parce que le droit à l'IVG est menacé, et même aujourd'hui, il y a certains pays dans lesquels il n'est pas possible de pratiquer l'IVG. On a aussi des différences fondamentales en termes d'investissement. Moi, je propose un investissement massif dans les secteurs qui sont stratégiques, 1 000 milliards d'euros d'investissement dans les secteurs qui sont stratégiques pour notre avenir, le nucléaire, l'industrie verte, la santé. Parce que je pense que c'est ensemble, en étant plus forts, ensemble qu'on est plus fort et en investissant ensemble qu'on permettra de faire que l'Europe soit leader sur ces technologies-là. Et puis, je dirais un mot sur le climat. Je pense que François-Xavier Bellamy, à certains égards, n'est pas convaincu que le réchauffement climatique est un défi auquel il faut qu'on apporte les bonnes réponses. La question porte là sur François-Xavier Bellamy, qui est donc la tête de liste des Républicains. Au tout début de la campagne, vous avez fait allusion à la tête de liste du Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, en disant vous votez quasi à 90% comme nous au Parlement européen. Manière de dire que finalement, vous aviez 2 candidatures qui se ressemblaient. Est-ce que ça n'a pas été une erreur tactique, alors qu'aujourd'hui, les sondages montrent qu'il y a une partie des électeurs d'Emmanuel Macron qui sont reportés sur lui à la présidentielle en 2022, qui vous font défaut? Alors, j'ai dit qu'on votait 90% et 80% avec François-Xavier Bellamy. Parce qu'il faut expliquer aux Français que le Parlement européen, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Et qu'on est dans des logiques de coalition. Moi, je préside un groupe, le groupe centriste, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et moi, j'assume de dire que je fais des compromis avec la droite européenne et avec les sociodémocrates européens. C'est ça l'Europe, c'est ça le Parlement européen. Il y a une différence fondamentale, c'est que moi je les assume et que François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann, globalement, ils se planquent et ils disent pas aujourd'hui qu'ils sont dans une coalition. Moi je l'assume et après, donc ça c'est ce qu'il faut expliquer aux Français, la spécificité du Parlement européen. Et après on a des différences fondamentales qui sont majeures. Avec François-Xavier Bellamy, je viens de les énoncer. Avec Raphaël Glucksmann, je vais vous donner un seul exemple. Quand on se dit pro-européen, mais qu'on ne vote pas le plan de relance
au lendemain de la crise sanitaire qui a permis de sauver des centaines de milliers d'emplois en France. Quand on se dit pro-européen et pro-climat et qu'on ne vote pas la loi climat qui nous a permis, qui est la première pierre de la lutte contre le changement climatique, quand on se dit pro-européen et qu'on ne vote pas les lois immigration au Parlement européen, alors même que son propre groupe a soutenu l'ensemble de ces textes, je pense qu'il y a un problème. Et que sur les grands moments historiques, ils n'ont pas été, d'ailleurs c'est le cas de François-Xavier Bellamy aussi, ils n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire. Une question d'Amidriss dans le chat, Valérie Hayé. Salut Amidriss. Amidriss qui vous demande, Valérie Hayé, pourquoi comme Manon Aubry, vous n'avez jamais voté contre le marché de l'énergie qui a fait exploser les prix de l'électricité, et pourquoi n'avez-vous jamais voté contre tous les accords de libre-échange qui mettent en difficulté les agriculteurs? Alors, c'est 2 sujets importants. Alors, sur la réforme du marché de l'électricité, on a vu l'explosion des prix de l'énergie, particulièrement avec la guerre en Ukraine, avec l'agression de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a acheté du gaz en commun pour limiter la hausse des prix de l'énergie. Et après, il y a ce marché de l'électricité qu'on a réformé. Moi, il y en a certains qui disent qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie. Ce serait une folie. Si on sort du marché européen de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? On aurait eu des coupures à l'hiver 2022, parce que le marché européen de l'énergie, c'est la solidarité. Et puis, il y a une réalité économique aujourd'hui aussi, le marché européen de l'énergie, parce qu'on vend de l'énergie à nos pays voisins. Ça nous rapporte de l'argent, c'est 4 milliards d'euros sur l'année dernière. Donc, on a besoin de ce marché européen de l'énergie, de l'électricité. Ça nous permet la solidarité européenne. Mais effectivement, ça n'allait plus. Les règles du marché européen de l'énergie n'allaient plus. Donc, au lieu de dire on en sort, moi, j'ai dit on se retrousse les manches et puis on négocie une réforme du marché européen de l'énergie. Cette réforme, elle a été négociée. Elle va permettre elle va produire ses fruits dans les prochains mois et ça va nous permettre de mieux prendre en compte le nucléaire dans ce marché européen de l'énergie et donc de permettre d'avoir une baisse des prix de l'électricité pour les Français. Donc là, je le redis, au lieu de dire d'être dans des postures et de dire on sort, eh bien moi, et c'est ça la philosophie qu'on doit avoir au Parlement européen, on négocie, on réforme. Sur les accords de commerce, je ne suis pas dogmatique sur les accords de commerce et je ne veux pas l'être. Je regarde au cas par cas. Est-ce que l'accord il est bon ou il n'est pas bon pour notre économie et pour nos filières, pour les agriculteurs? Je vous donne un exemple. L'accord avec le Mercosur, donc les pays d'Amérique latine, il est mauvais. Il est mauvais pour la planète, il est mauvais pour nos agriculteurs, donc on a dit non. Et c'est nous, majorité présidentielle, qui avons fait porter au Parlement européen une position très claire. L'accord avec le Mercosur, en l'état, c'est non. Ensuite, il y a des accords qui sont bons. L'accord avec le CETA, l'accord avec le Canada, pardon. L'accord avec le Chili, par exemple, qui permettent à nos filières, à nos producteurs de lait, à nos producteurs de comté, de vendre leurs produits ailleurs dans le monde et aussi de protéger nos filières. Et par ailleurs, on a inclus des clauses une forme de réciprocité qui fait que les produits qui arrivent sur notre marché, ils doivent respecter nos règles. Moi, quand j'arrive au Parlement européen, ça pourrait être facile pour moi de dire dans le débat public aujourd'hui, parce que globalement, en France, on trouve que les accords de commerce, c'est pas bien. Ce serait beaucoup plus facile pour moi de venir vous voir et de vous dire non, les accords de commerce, non. Non. La réalité, c'est qu'on a besoin des accords de commerce et que d'ailleurs, si on n'avait plus d'accords de commerce, c'est pour ça qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part de mes adversaires qui disent qu'il ne faut plus d'accords de commerce. Si on n'a plus d'accords de commerce demain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de commerce. Et les accords de commerce, ils nous permettent quoi? Ils nous permettent de réguler et par exemple, d'interdire certains produits. Sans accord de commerce, on ne pourrait pas faire ça. Valérie, il y a une question de Ticlem. Salut Ticlem, merci de nous rejoindre. Ticlem qui vous pose cette question. Pensez-vous qu'une pause, met-elle entre guillemets, sur la législation écologique est nécessaire, ou bien comptez-vous réellement amorcer un réel changement de cap et faire de l'écologie une priorité? L'écologie, elle est une priorité depuis 2019. Et moi j'ajoute, si oui, comment? L'écologie, c'est une priorité depuis 2019. En 2019, on avait une ambition, c'est ce qu'on a appelé le pacte vert. C'était dans notre programme et l'objectif, c'était d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 et puis de le décliner avec un ensemble de lois. C'était dans notre programme et c'est ce qu'on a exigé de la présidente de la Commission européenne au moment où on a voté pour elle. On lui a dit, on vous soutient, mais par contre, on a une ambition très forte pour lutter contre le changement climatique et donc on a besoin de lois concrètes. C'est ce qu'on a fait. On a voté pour la fin de la déforestation importée, pour la taxe carbone aux frontières, pour l'économie circulaire et je pourrais vous citer beaucoup d'autres textes. On a beaucoup légiféré sur le mandat qui vient. Maintenant, je pense que sur le prochain, sur le mandat qui vient de se terminer, maintenant, je pense que sur le prochain, l'enjeu, il est celui de la mise en œuvre et de l'accompagnement financier.
C'est ce qui fera la différence et ce qui nous permettra d'assurer que les 70 lois qu'on a votées pour lutter contre le changement climatique au Parlement européen, eh bien, elles soient effectivement mises en œuvre et surtout qu'on ne laisse personne au bord du chemin. On a créé ce qu'on a appelé le Fonds social pour le climat pour permettre aux ménages les plus fragiles et aux entreprises de bénéficier d'un soutien financier pour engager le tournant de la transition environnementale. Comment vous expliquez que sur tous ces sujets-là, les Français n'aient pas réussi à s'emparer de cette élection, que l'abstention est dite dans les sondages probablement record et que finalement ces arguments-là, ces débats-là, même s'ils ont parfois existé, ont eu du mal à passer le mur du son pendant cette campagne européenne? Est-ce que vous avez aussi quelque part subi les tourments de l'actualité nationale, le dérapage des comptes publics, la crise en Nouvelle-Calédonie, et je pourrais en citer d'autres? Le contexte national n'est pas facile, c'est une évidence. Et puis, il y a des événements d'actualité qui sont venus percuter la campagne. Encore que, sur plein de choses, on peut avoir des développements européens. Sur la Nouvelle-Calédonie, on a vu les ingérences étrangères de la part de l'Azerbaïdjan, de la Russie, de la Chine. Eh bien, c'est en européen, c'est au niveau de l'Europe qu'on doit lutter contre les ingérences étrangères. On a eu l'attaque dans l'Eure de fourgons. Eh bien, pour lutter contre les narcotrafiquants, on a besoin de renforcer ce qu'on appelle Europol, une agence européenne, une police européenne criminelle. Donc, il y a toujours des déclinaisons européennes. Après, moi, je vois que j'ai dans cette campagne des adversaires qui ne sont pas intéressés par l'Europe et qui sont dans une autre perspective. Parce qu'ils jouent le coup d'après. Ils jouent le coup d'après. Ils veulent refaire le match de 2022, des présidentielles de 2022, où ils sont sur 2027, en se disant on va faire de cette élection européenne une élection de mid-term. On n'est pas aux États-Unis. Et puis certains sont dans leur match pour la primaire à gauche, pour savoir lequel les représentera à l'élection de 2027. Moi, je suis là pour parler d'Europe, et je déplore que parfois, dans le débat national, certains de mes adversaires, souvent, en fait, sont intéressés par autre chose. Et on est dans un moment de bascule. L'enjeu, il est majeur. La configuration du prochain Parlement européen déterminera notre avenir. Souvent, on dit que c'est galvaudé de dire que c'est une élection historique. Mais la réalité, c'est qu'elle l'est. Elle est plus importante que jamais. Et si on ne prend pas les bonnes décisions, ces 80 ans de paix et tout ce qu'on a construit sur les 80 dernières années et les 30 dernières années en Europe, la paix, la liberté, la prospérité qui pourraient être mises à mal. Mais il y a une forme de paradoxe à dire que tout cela, évidemment, est sensible aux oreilles des électeurs d'Emmanuel Macron, qui, dès 2017, ont agité des drapeaux européens dans les meetings de celui qui était encore candidat à la présidentielle, mais qui, aujourd'hui, semble, j'y reviens, vous faire défaut, ou en tout cas manquer de mobilisation, et certains dans votre camp disent, et ils resteront dimanche sur leur canapé. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une forme de paradoxe à aller parler à un électorat pro-européen qui ne semble pas aujourd'hui complètement entrer dans cette campagne, même à 6 jours maintenant du scrutin? Il me reste 5 jours ou 6 jours pour les convaincre que l'enjeu il est grand et qu'il faut aller voter. Et vous savez, si on veut faire bouger les choses au niveau européen, il y a les deux jambes. Il y a ce qu'on fait au Parlement européen, le groupe que je préside, qui est central, puisqu'on fait la jointure entre la droite et la gauche européenne, et qui est important, et la capacité des députés de la majorité présidentielle à aller faire bouger les lignes. Et puis, il y a l'engagement du président de la République, qui est vu comme un leader en Europe, et le seul qui a une vision pour le projet européen. Et moi, quand je vais retourner au Parlement européen, d'ailleurs, j'ai eu des messages de mes collègues au moment du discours de la Sorbonne 2, il y a une attente vis-à-vis des Européens de l'engagement du président de la République et de la vision du président de la République, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre leader en Europe. Donc, pour être efficace en Europe, il faut les deux jambes. Le fait d'aller chercher les homologues au Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, c'est le rôle du président de la République. Et puis le mien, avec mes colistiers demain et mes collègues demain au Parlement européen, pour aller faire des majorités. Une question de Virginie D35. Salut Virginie. Que comptez-vous faire, Madame Hayet, pour stimuler la sortie de l'utilisation des pesticides au niveau européen tout en protégeant notre souveraineté alimentaire? Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat autour des pesticides. Oui, mais c'est une question qui revient beaucoup, particulièrement dans cette campagne. Et moi, je regrette qu'on n'ait pas fait le job au Parlement européen. Quand je dis « on », c'est pas moi. Hein. En fait, la réalité, c'est qu'on a en France un plan de sortie progressive des produits phytosanitaires. Avec un principe, c'est pas d'interdiction sans solution. Aujourd'hui, en Europe, il y a 3 pays seulement qui ont un plan de réduction de l'usage des pesticides. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire on va faire un grand plan à l'échelle européenne pour que tous les agriculteurs européens soient logés à la même enseigne et pour que, par exemple, notamment nos agriculteurs français, n'aient pas plus de contraintes que les agriculteurs polonais ou allemands. Et on avait un texte qui était prêt, sauf qu'il a été tué dans l'œuf à la faveur d'une alliance entre la droite et l'extrême droite européenne. Et
je trouve que c'est irresponsable. C'est irresponsable parce que on a un enjeu de protection de notre santé, et deux, parce que, et notamment la droite française et l'extrême droite française se sont opposés à ce texte qui pourtant aurait permis de protéger nos agriculteurs et de mettre tous les agriculteurs européens sur un même niveau. Donc, on va remettre le dossier sur la table sur la prochaine mandature. Je pense que c'est absolument nécessaire. Vas-y, Ludo, je vois que c'est une question sur la PAC. Tu l'as vu, hein? Ah, mais je retrouve plus ma question sur la PAC, elle a défilé trop vite. C'était à quand une PAC qui favorise moins l'agro-industrie. Voilà, tu l'as lu mieux que moi. Exactement. Alors, la PAC... Et les industries gigantesques, visiblement. Oui, pardon. La PAC, aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros par an pour les agriculteurs français. C'est environ 40 000 euros. C'est le principal budget de l'Union européenne. Exactement. Premier budget de l'Union européenne, c'est dire si la politique agricole commune est importante dans nos priorités. Et il a fallu se battre, je l'ai fait moi-même personnellement, puisque je m'occupe des questions budgétaires au Parlement européen. Il a fallu se battre pour préserver ce budget. C'est à environ 40 000 euros par exploitation. Alors la PAC, elle n'est pas parfaite, mais déjà on l'a réformée. Il y a le budget et puis il y a les règles de la PAC. On l'a déjà réformée en 2021, quand on est arrivé au Parlement européen, pour qu'elle soit... Donc on a plafonné les aides de la PAC, c'est-à-dire que les plus grosses exploitations ne peuvent pas avoir des aides démentielles, des niveaux démesurés d'aide. Et puis on a mis en place un critère pour prendre en compte l'actif agricole. Et ce qui fait que cette PAC, elle est plus juste et plus équitable que les PAC précédentes. Après, évidemment, il y aura une nouvelle PAC qu'on va négocier dans les prochaines années et il faudra avancer encore, bien entendu. Cette campagne, vous disiez samedi, j'étais là à votre dernier grand meeting national de campagne, finalement, elle va me manquer et ces moments-là vont me manquer, alors même que c'est votre première campagne, que vous étiez au-delà de la 20e place sur la liste en 19e. Alors 19e en 2019, que cette année, vous avez votre visage partout, dans toutes les villes de France, sur tous les panneaux, sur toutes les affiches de campagne. Est-ce qu'elle vous laisse des cicatrices, cette campagne ? C'est une campagne qui est intense. Et moi, je suis très fière de représenter la majorité présidentielle dans cette campagne. Ce n'était pas écrit. En 2019, j'étais 19e, comme vous l'avez rappelé. J'ai bossé au Parlement européen. Je suis une pro-européenne convaincue, mais pas une eurobéate. Je pense que si on est véritablement patriote et si on aime son pays, on doit renforcer le projet européen. Et vous savez que l'Europe, c'est dans l'ADN de la majorité présidentielle. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2017, en 2016 et en 2017. Donc aujourd'hui, porter le projet de la majorité présidentielle dans un contexte politique qui est évidemment pas facile, mais avec des enjeux majeurs pour notre avenir et pour l'Europe, c'est une chance, un honneur et une fierté. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette campagne, puisque vous dites ça va me manquer ? En fait, tous les temps d'échange avec les Français, les temps avec les militants, qui sont des moments forts où on a parfois des échanges un peu vifs aussi, parce qu'on a des projets ou des incompréhensions sur ce qu'on a fait, ou du manque d'explications, ou des attentes qui sont fortes. Et quand on fait de la politique, pardon, mais je le dis souvent, mais avec sincérité, ça peut paraître un peu bête, mais moi je fais de la politique, je me suis engagée à l'âge de 21 ans pour mon village, je suis devenue conseillère municipale. Je fais de la politique parce que j'aime profondément les gens et je le fais avec sincérité et conviction. Et j'aurais, à la fin de cette campagne, fait toutes les régions, rencontré des Français partout en France, outre-mer également, en métropole et outre-mer. Et c'est des temps d'échange qui sont extrêmement riches et qui me permettent à la fois de mieux mesurer les attentes des Français, mais qui donnent aussi beaucoup d'énergie. J'ai une dernière question pour vous, Valérie Ayé, assez rapidement, Mathis, c'est ça, puisqu'on va devoir changer. Pourquoi on ne vous entend pas sur les Outre-mer ? Vous parliez d'Outre-mer, c'est une question de Le Mois Casque. Est-ce que pour vous, ce ne sont pas des territoires européens comme les autres ? Et quelles sont vos propositions ? Peut-être en une minute, Valérie Ayé. Pardon, ça nécessite bien plus qu'une minute. Oui, je suis allée Outre-mer au tout début de la campagne. Je suis allée à La Réunion. Et en fait, déjà, dans le mandat qui vient de se terminer, mais sur le prochain mandat, on va continuer, on a instillé le réflexe Outre-mer. C'est-à-dire qu'à chaque loi qu'on vote, on se pose la question de savoir si c'est adapté ou pas aux Outre-mer, s'il n'y a pas une spécificité qu'il faut prendre en compte. C'est ce qu'on a fait sur différents textes, notamment pour permettre à nos ultramarins, on a réformé ce qu'on appelle le marché carbone. En clair, le coût du transport maritime va être plus cher, le coût de l'aviation va être plus cher, parce qu'on a un enjeu de lutte contre le réchauffement climatique. Et pour les Outre-mer, on a dit, on fait une dérogation, parce qu'évidemment, quand vous habitez en Martinique, en Guadeloupe ou en Nouvelle-Calédonie, de venir dans l'Hexagone, ça coûte beaucoup plus cher, et vous ne devez pas subir l'éloignement. Donc voilà un exemple. Et puis de manière générale, je propose qu'on mette en place un grand plan d'investissement, en particulier pour les Outre-mer. Merci Valérie. Merci à vous. Merci de nous avoir fait l'amitié de vous être transportés jusqu'ici pour ces 15 bonnes minutes d'échange. Je vous remets entre les mains de Merci, Julie. belle journée.